Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la sécurité des procédés. Dans cette vidéo, nous allons traiter du TD numéro 5 et des différents exercices qui vont traiter du calcul des effets. Dans un premier temps, nous allons traiter du TD numéro 5.1, le flot de réservoir. Les données de base sont un réservoir de stockage de 20 mètres avec une hauteur de 16 mètres. Le réservoir est supposé à son niveau maximum de remplissage, soit 16 mètres. Un feu se déclare au sommet du réservoir. Les conditions climatiques sont les suivantes: une humidité relative de 70%, une température à l'air ambiant de 15 degrés Celsius, une masse volumique de l'air à 1,161 kg par mètre cube et un vent de 5 mètres par seconde. Les données complémentaires sont un début de combustion de l'hydrocarbure liquide m seconde qui est de 0,055 kg par mètre cube par seconde et une tension de vapeur qui est définie comme ceci en fonction de la température. Pour l'angle epsilon, en fonction du rapport tangente epsilon sur cosinus epsilon, on a également ces données qui nous sont fournies. Le travail demandé va consister à utiliser la méthode du GTDLI et à calculer les flux thermiques à 3, 5 et 8 kW par mètre cube pour une cime humaine située à 7,5 mètres du sol en suivant la méthodologie du GTDLI. On va vérifier les résultats à l'aide du tableur du GTDLI et sur une feuille A4, on va représenter la cartographie des distances des effets. La méthode du GTDLI. La définition des données géométriques dans un premier temps. Pour déterminer la valeur du facteur de vue, il est nécessaire au préalable de connaître la distance entre la cible potentielle et la flamme, les dimensions de la flamme et l'inclinaison éventuelle de la flamme. On va déjà commencer par définir le diamètre de la flamme. Nous, on est dans le cas d'une nappe circulaire. Donc ça sera le diamètre de la nappe, et le diamètre de la nappe, c'est 20 mètres. Ensuite, maintenant, la longueur ou hauteur de flamme. Pour déterminer la longueur de flamme, eh bien, on va utiliser les formules de Thomas, qui vont être avec ou sans vent. Deux cas se présentent à nous. Un vent de vitesse inférieure à 1 mètre par seconde ou un vent supérieur à 1 mètre par seconde. Nous, on est dans le cas d'un vent de 5 mètres par seconde, donc on va utiliser ces formules. Et par application numérique, on va déterminer que la longueur de flamme est de 20,3 mètres. Maintenant, discutons de l'angle d'inclinaison de la flamme. L'angle d'inclinaison de la flamme se calcule de cette manière en utilisant le nombre de Froude que l'on doit déterminer et le nombre de Reynolds que l'on doit déterminer également. Donc commençons par ici. Le nombre de Froude, c'est égal à la vitesse du vent au carré, donc 5 au carré, divisé par le diamètre équivalent fois la constante G, c'est-à-dire 20 fois 9,81. Et c'est égal à 0,127. Ensuite, le nombre de Reynolds, c'est égal au diamètre équivalent, donc 20, fois la vitesse du vent, fois la masse volumique de l'air, divisé par la viscosité dynamique de l'air ambiant, qui est de 1,9 10 puissance moins 5 kg par mètre par seconde. On va donc avoir un nombre de Reynolds qui est égal à 6,11 fois 10 puissance 6. Ça va donc nous permettre de calculer le rapport de tangente epsilon sur cos epsilon, qui est donc égal à 3,3 fois le nombre de Froude puissance 0,8, soit 0,127 puissance 0,8, fois nombre de Reynolds à la puissance 0,07. Donc ici, on doit avoir 6,11 fois 10 puissance 6 puissance 0,07, fois le rapport de la masse spécifique du produit en phase vapeur à cette température d'ébullition, donc 2,56, divisé par la masse volumique de l'air, donc 1,161, qui sera donc égal à 1,176. On va donc se référer au tableau que l'on a vu précédemment, donc celui-ci, et pour un rapport de 1,176, on regarde ici, hein,
On est donc entre ces deux valeurs-là, et par interpolation, on va définir que epsilon, ça va être égal à 41,4 degrés. Donc on indique ça ici, 41,4 degrés. Ainsi, la hauteur de flamme, c'est égal à la longueur de flamme fois le cosinus epsilon. Donc c'est égal à 20,3 fois cosinus de 41,4, ce qui va nous donner une hauteur de flamme de 15,2 mètres. Dans un second temps, nous allons évaluer le pouvoir émissif phi0. Donc on va utiliser la corrélation de Medan and Krauss, qui est celle-ci. On connaît le diamètre équivalent, donc on fait l'application numérique et on va trouver que le flux est égal à 30,9 kW par mètre carré. Attelons-nous maintenant au calcul du facteur de vue. Le facteur de vue est en fonction de la distance, le calcul du facteur de vue est itératif. Pour le calcul des distances de seuil, on se sert du tableau joint dans l'énoncé, qui est page 7. Le voici. Maintenant, il nous reste donc à calculer la transmittivité de l'air. La transmittivité de l'air va se calculer grâce à la corrélation de Baxter, qui est ici. Donc on va utiliser la transmittivité de l'air, qui est égale à 2,02 fois l'humidité relative de l'air, donc ici c'est 0,7, puisque c'est 70%, fois la tension de vapeur de l'eau à la température donnée, donc ça on l'a, page 1. Et on voit qu'on est à une température de 15 degrés, la tension de vapeur de l'eau c'est 0,0171 bar, soit 1710 pascal. Donc c'est ce qu'on va indiquer dans notre calcul, fois 1710 pascal, fois la distance à la puissance de moins 0,09. On a donc tout ce qu'il faut pour déterminer la distance d'essai. Alors comment ça va se passer? On sait que pour le seuil de 3000 kW par mètre carré, on a phi qui est égal donc à 3000, c'est égal à phi0 qui est de 30 886, fois le facteur de vue, fois 2,02, fois 0,7 fois 1710, fois R à la puissance moins 0,09. Ce qui se simplifie en Fm de R fois R moins 0,09, qui doit être égal à 0,091. Alors, comment déterminer le jeu de valeurs qui va nous donner 0,091? Si on reprend le tableau de la page 7, voilà ce qu'on peut faire. On peut multiplier le facteur de vue par la distance à la puissance moins 0,09. Donc on peut faire ça dans une feuille de calcul. Voilà, donc on a indiqué les R, les facteurs de vue, et on fait facteur de vue fois R à la puissance moins 0,09, et voilà les valeurs qu'on va avoir. Et on cherche la valeur la plus proche de 0,091, qui est ici. Ça va donc être pour 27 mètres. Donc on peut annoncer que le seuil à 3 kW par mètre carré, il est à 27 mètres. De la même manière, on va s'occuper donc du seuil à 5 kW par mètre carré et du seuil à 8 kW par mètre carré. Donc pour 5 kW par mètre carré, cette fois-ci, on va avoir 5000 qui va être égal à 3886 fois Fm de R fois 2,02 fois 0,7 fois 1710 fois R à la puissance moins 0,09, ce qui implique que Fm de R fois R à la puissance moins 0,09 doit être égal à 0,151. Ce qui est vrai pour la valeur de 15 mètres, mais attention, c'est aussi vrai pour une valeur entre 5 et 6 mètres. Sachant qu'une distance de 5 à 6 mètres par rapport à un feu de nappe, c'est aberrant comme valeur.
Donc, on va rester sur la valeur de 15 mètres. C'est ce qu'on va indiquer ici. On va donc avoir une distance de 15 mètres. Maintenant, pour 8 kW par mètre carré, on va avoir Fm de R fois R à moins 0,09 qui doit être égal à 0,242. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette valeur n'est jamais atteinte. Nous avons calculé les seuils, et maintenant, on doit vérifier les résultats à l'aide du tableur du GTD-LI. Donc pour ce tableur, vous allez le trouver en lien de la description ou bien sur Madoc. Sur Madoc, ça sera dans l'onglet TD3. Et donc le tableur, voilà à quoi il ressemble. Vous avez donc sur la première feuille le domaine d'application de la feuille. On vérifie bien que les données météo sont bien 70%, l'humidité de l'air, une température de 15 degrés, une vitesse de vent de 5 mètres par seconde et une masse volumique de l'air de 1,161 kg par mètre cube, c'est bien nos conditions. Dans les données que l'on a indiquées, eh bien, il faut déterminer quelle est la forme du feu. Donc nous, on sait qu'elle est circulaire. Le type de produit, nous, on étudie pour un feu d'hydrocarbures. Quel est le diamètre équivalent? Comme on est circulaire, le diamètre équivalent, c'est le diamètre de la cuve, c'est 20 mètres. Et on doit également repérer la hauteur relative de la source et de la cible par rapport au sol. La cible, on a dit qu'elle est à une hauteur de 7,5 mètres. Et la hauteur du bac, c'est 16 mètres. On appuie donc sur la touche calcul. On vérifie bien que c'est bien un feu d'hydrocarbures. On a bien vérifié qu'on voulait les distances d'effet thermique pour un feu de forme circulaire. Il nous indique que les résultats sont calculés. Et donc on peut regarder. Donc la longueur de flamme est de 21 mètres, l'inclinaison de flamme de 41 degrés et la hauteur de flamme de 15 mètres. Donc c'est bien cohérent avec les résultats qu'on avait trouvés. Et les distances d'effet de seuil, pour 3 kW par mètre carré, c'est 30 mètres. Nous, on avait trouvé 27 mètres. Pour 5 kW par mètre carré, c'est bien 15 mètres, comme ce qu'on avait trouvé, et c'est bien non atteint pour le seuil de 8 kW par mètre carré. Si maintenant on regarde le graphique qui montre l'évolution du flux par rapport à la distance, voilà ce que l'on obtient. On voit que le seuil de 3 kW par mètre carré est bien atteint, aussi pour 5 mètres, mais ce qu'on peut voir en fait, c'est que toute cette partie-là du modèle est bien fausse. On ne va pas avoir une diminution du flux quand on s'approche. Donc le modèle ne va fonctionner qu'à partir d'un certain moment, à partir des valeurs décroissantes. On voit bien que le seuil de 8 kW par mètre carré n'est jamais atteint. On doit maintenant, sur une feuille A4, représenter la cartographie des distances d'effet. Je vais utiliser la partie que j'ai ici, mais vous pourriez faire ça plus au propre. Donc ici, on va avoir notre cuve avec le feu. Elle fait 20 mètres de diamètre. Donc sur un rayon de 15 mètres, on va avoir le seuil de 5 kW par mètre carré. Et à 27 mètres du centre, on va avoir le seuil de 3 kW par mètre carré. Et voilà, donc ça c'est pour le TD 5.1 que l'on vient de conclure. On va passer sur le TD numéro 5.2, le feu de bac de rétention, puisqu'il s'agit simplement de réutiliser le tableur que l'on vient de voir. Donc je vous laisserai regarder dans le corrigé pour voir si vous avez bien utilisé le tableur. On va donc s'intéresser maintenant au TD numéro 5.3, éclatement de réservoir. On vous dit qu'on a donc deux réservoirs de dimensions suivantes. Le réservoir numéro 1, diamètre 20 et hauteur 17.3, et le réservoir numéro 2, diamètre 11.4 et hauteur 12.4. Pour chaque réservoir, on veut calculer les valeurs de surpression suivantes. Pour 20 millibars, 50 millibars, 140 millibars et 200 millibars. On va d'abord calculer le rapport de hauteur sur diamètre.
on voit ici qu'on est à 0,86 et ici à 1,09. Ensuite, pour calculer les distances de seuil, pour les valeurs de surpression, on va utiliser les formules qu'on a vues dans le cours. Donc elles sont ici. Donc on est à la page 14 du cours, et on voit ici les différentes formules utilisées qui sont proposées par le GTD-LI. Ici pour 50 millibars, si le R est inférieur à 1, on va utiliser cette formule, et ici si le R est supérieur à 1, on utilisera cette formule. On voit qu'il n'y a pas de formule pour 20 millibars, mais on prendra une distance qui sera 2 fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 millibars. En appliquant ces calculs, voilà les résultats qu'on obtient. Les distances d'effet sont calculées alors pour 50 millibars à 92 mètres pour le réservoir numéro 1. Pour un seuil d'effet à 140 millibars, c'est calculé à une distance de 43 mètres. Et pour un seuil d'effet à 200 millibars, la distance est de 22 mètres. Pour 20 millibars, la distance sera double à celle pour la distance d'effet à 50 millibars, c'est-à-dire 184. De même, pour le réservoir numéro 2, on calcule pour une distance d'effet au seuil 50 millibars 72 mètres, 140 millibars 33 mètres et 200 millibars à 25 mètres. Pour la distance au seuil d'effet à 20 millibars, on sera à 144 mètres, c'est-à-dire le double de cette valeur pour 50 millibars. Les distances sont calculées par rapport au centre de l'explosion. Donc, si on prend pour le réservoir 1 avec cette distance qui est 20 mètres, alors ici on aura le seuil à 200 millibars. Bien sûr, vous devez faire ça à l'échelle. Ensuite, à 43 mètres, on sera sur le seuil à 140 millibars. À 92 mètres, c'est-à-dire le double de cette distance, on sera à 50 millibars. Et encore le double, c'est-à-dire ici, à 20 millibars. On va passer maintenant au TD suivant. Donc, on va discuter de l'UCV. On a donc un plan de masse d'un dépôt pétrolier qui constitue d'un parc de stockage de 6 réservoirs répartis en 2 cuvettes, d'une pomperie, d'un poste de chargement, et on vous donne les emprises des différentes parties. On vous donne des termes sources pour dire qu'on va travailler avec un facteur de stabilité F, une vitesse de vent de 3 mètres par seconde, une température ambiante de 10 degrés Celsius. Et on vous dit que le vent souffle du sud-ouest. On vous demande de dessiner la courbe enveloppe du nuage explosible sans direction du vent, de dessiner la courbe enveloppe du nuage explosible en tenant compte de la direction du vent, de déterminer les zones encombrées et les volumes explosibles résultants, de positionner les centres d'explosion, de calculer les volumes explosibles contenus dans les zones encombrées, et de déterminer les effets thermiques pour la distance de seuil aux effets létaux significatifs, la distance au seuil d'effets létaux, la distance d'effets irréversibles, de tracer les courbes des effets, et enfin, pour les effets de pression, de définir les indices de sévérité à l'aide du tableau qui est à la page suivante, ici. En annexe, on vous donne le graphique de distance d'effet pour un indice de sévérité 4, pour un indice de sévérité 5, et des plans de masse vierge en 6 exemplaires pour dessiner les différentes cartographies. Voici les différents ABAC que l'on a. Si on revient sur les termes de source, on voit que la distance de la limite inférieure d'inflammabilité du bord de la nappe liquide est de 53 mètres. Ça veut dire que la courbe enveloppe du nuage inflammable, sans direction du vent, ça sera de 53 mètres dans tous les sens, par rapport au bord. Ici, on a 45 mètres, donc on va rajouter un petit peu pour arriver à 43, on est à peu près ici. L'objectif, c'est d'essayer de rester à l'échelle. Donc avec une règle, c'est beaucoup plus simple. On va bien sûr plus haut puisqu'on est par rapport à l'avancée. Voilà. Donc ça, c'est la zone explosible sans
Maintenant, bien sûr, si on a du vent, cette zone explosible, elle va être déplacée. Si on a un sens du vent qui est sud-ouest, le nuage va être poussé. Donc ici, on va être en limite du réservoir. Et puis, on va se déplacer à 53 mètres en fonction du vent. Donc la courbe d'eau, elle est comme ça. Donc on va se déplacer ici à 53 mètres. Vous voyez qu'avec du vent, hein, la zone explosive est très fortement modifiée. Si maintenant on cherche à déterminer les centres d'explosion, bien sûr, on va avoir le barycentre de ces réservoirs, hein, qui est situé à peu près ici, et puis le centre de la pomperie qui va être ici. Si maintenant on cherche à cartographier les effets thermiques, et qu'on revient dans des conditions sans vent, maintenant si on souhaite déterminer les zones de seuil des effets irréversibles et des effets létaux et létaux significatifs, on va déterminer ça à partir des zones explosibles. Le cours nous indique que pour les effets VE, la distance au seuil des effets létaux significatifs et des effets létaux, c'est la distance à la LI. Et la distance à l'effet irréversible, c'est 1,1 fois la distance à la LI. Donc si on reprend ici, là j'ai « 53 mètres. 53 fois 1,1, ça me donne environ 58 mètres. Ainsi, ici, à 53 mètres, j'ai la zone des seuils d'effets létaux et des seuils d'effets létaux significatifs. Et un peu plus loin, à 58 mètres, je vais avoir la distance de seuil des effets irréversibles. Si maintenant on cherche à calculer les volumes explosibles contenus dans les zones encombrées, voilà comment on va procéder. On sait que le nuage recouvre l'intégralité de la cuvette de rétention et la pomperie sur une hauteur de 1,50 m. Donc ça représente un volume de 1,5 fois 4000 m² plus 150 m², ce qui nous fait un volume de 6225 m3. On sait que le nuage recouvre l'intégralité du poste de chargement des camions citernes, sans camions présents aux îlots, sur une hauteur de 1,5 m. Et donc ça représente un volume explosible de 1,5 fois 900 m², soit de 900 m3. On demande ensuite de définir les indices de sévérité à l'aide du tableau ci-dessous. Celui-ci. On a différentes choses. Donc, pour la pomperie, on voit qu'on est 4 à 5. Et pour le poste de chargement, hein, on est à 4 à 6. Donc ici, on va sélectionner 4 et ici 5. Et donc, pour chaque zone encombrée, calculer les distances par rapport au centre d'explosion. On va regarder ça. On a donc la partie cuvette, la partie poste de chargement. Le volume explosible, c'est 6225 m3, et ici c'est 900 m3. L'indice de sévérité, ici on l'a sélectionné à 4, ici à 5. Donc maintenant on cherche à déterminer distance pour 140 millibars, pour 50 millibars et pour 20 millibars. Pour ces distances, on les cherche dans les abacs qui sont donnés. Ici on voit donc pour une sévérité de 4, on voit que 140 millibars c'est jamais atteint. Pour, on est autour de 6000, 50 millibars, on va être autour de 85 mètres.
Et puis pour 20 millibars, on va être un peu plus haut, on va être au double, 170 mètres. Donc on va noter ça. Ici, ça sera non atteint. Ici, on avait dit que c'était 85 mètres. Et ici, 170 mètres. Maintenant, pour l'indice de sévérité 5, de la même manière, on regarde le second tabac pour la sévérité 5. On cherche pour 900 et on va déterminer que la distance ici, c'est environ 25 mètres. Ici, 80 et ici, 160. Donc on va le noter. Donc, on a dit 25 mètres, 80 mètres et 160. Et voilà, on a fini avec cette partie sur les UCV. On va maintenant s'occuper du TD numéro 5, le boilover classique et le boilover sur le chemin. L'objectif, c'est d'utiliser le tableur que vous allez trouver sur la description de cette vidéo ou sur ma doc. Le voici. Je vous laisserai l'utiliser chez vous et comparer vos résultats aux corrigés que je mets sur ma doc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la dernière vidéo sur le TD numéro 6. Au revoir.